nous sommes posé la question, qu'est-ce que eux ils ont fait et que nous n'avons pas fait. Imaginez, dans les années 58, les Singapouriens venaient en Afrique pour étudier. Mais oui, il y avait des pays africains qui dépassaient, comment dirais-je, le Singapour. Ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le répéter, dit l'adage populaire. Malgré les nombreuses leçons que nous enseigne l'histoire, nous commettons trop souvent les mêmes erreurs. Nous devons savoir que l'histoire fait partie de notre quotidien. Nous avons besoin de l'histoire pour construire notre présent. D'où le sujet qui nous réunit ce jour. Pourquoi l'histoire ne nous sert-elle pas de leçon? Ce qui nous emmène à nous interroger. Pourquoi? Et surtout, comment pouvons-nous apprendre réellement les leçons de l'histoire? Comment les appliquer à notre monde actuel et surtout le cas de l'Afrique? Nous aborderons ce sujet sur 4 aspects pertinents, à savoir l'économie, la science politique, la gouvernance et l'environnement social. Merci et bienvenue. Chaque peuple, chaque continent et tout individu a une histoire. Sans histoire, nous ne pouvons pas construire notre présent. Alors aujourd'hui, dans notre Overcast, nous recevons notre invité. Il se nomme M. Barry Tino Amadou. J'espère que je prononce bien. Il est étudiant en master sciences économiques. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Alors mettez-vous à l'aise, nous sommes à Overcast et nous avons pour habitude de prendre du bon temps avec nos invités. Encore bienvenue. Ah, merci beaucoup, c'est vraiment gentil. D'accord, là je vais vous laisser la latitude de mieux vous présenter. Merci beaucoup d'abord pour l'invitation. Je vous en prie. Moi, c'est Barry Tino Amadou, je suis guinéen, Guinée-Conakry. Et je suis un étudiant en master sciences économiques. Je pense qu'on fera un bon débat sur la thématique, une bonne thématique, l'histoire, les leçons du passé. Et comme vous avez dit, je suis là pour qu'on débatte. Alors moi, ça me fait plaisir de vous recevoir à Overcast. Et hormis votre filière sciences politiques, qu'est-ce que la science politique exactement? Pas la science politique, là, les sciences économiques. Les sciences économiques, autant pour moi. Ouais. Les sciences économiques, c'est une... De manière brève. Bon, chacun peut donner sa définition. Les sciences économiques, c'est une science qui étudie la distribution des produits rares. Et aussi, elle a 2 branches. La macroéconomique qui étudie le sens global, que ce soit l'inflation, le chômage et le PIB, et les agrégats macroéconomiques. D'accord. Je crois qu'on va revenir pour une autre fois pour mieux savoir la science économique, c'est ça? Oui, bien sûr. Ok, revenons à notre sujet. Pourquoi l'histoire ne nous sert-elle pas de leçon? Mais moi, bien avant de rentrer dans ce vif du sujet, j'aimerais bien savoir, qu'est-ce que l'histoire pour vous? Bon, une bonne question. Là, vous me ramenez au primaire. Bien sûr. Comme nous tous, on a étudié au primaire, l'histoire, c'est une science qui étudie la vie des hommes du passé. Mais dans le sens économique, l'histoire permet d'étudier les faits économiques du passé. Par exemple, quand on prend la crise de 2008, la crise économique de 2008, la crise appelée la crise des supply, et aussi la crise des années 30, la crise asiatique, ainsi de suite. Ce sont des crises, ce sont des faits qui ont marqué l'histoire dans le passé. D'accord. Comme je le disais à l'entame de notre sujet, toute personne a une histoire. Pourquoi l'histoire du passé ne nous sert-elle pas de leçon aujourd'hui? Bon, moi je ne vais pas m'aventurer dans... Vous savez, il y a beaucoup d'histoires. Il y a l'ancienne histoire
Nous, je pense que la thématique va s'accentuer sur l'histoire des politiques économiques africaines. Bien sûr. Donc, en Afrique, on a eu l'histoire coloniale d'abord, avant les années 60, appelées les années d'indépendance, dont il y avait des pays qui étaient en colonisation, comme beaucoup de pays africains. La Côte d'Ivoire, la Guinée, je pense qu'il y a eu 2 pays seulement qui n'ont pas été colonisés au passé, c'est le Libéria et l'Éthiopie, je pense. Si on prend l'histoire des pays africains de 1960 à nos jours, avoir son indépendance, c'est un truc positif. D'accord. Positif, mais concernant l'histoire économique, on n'a pas une bonne histoire économique pour l'instant. Moi, je dirais cela. Parce que quand vous prenez, après les indépendances, la plupart des pays africains ont migré sur le système économique appelé socialiste ou communiste. C'est parce que les premières personnes qui sont venues épauler les pays africains étaient des socialistes, comme le Cuba, la Russie, qui était l'ancien URSS. Et voilà. Mais économiquement, nous n'avons pas bougé, même quand vous regardez l'école, toujours nous stagnons. Il y a des pays même, ils étaient mieux avant qu'aujourd'hui. Mais quelle est la réelle différence des années 60 à aujourd'hui? Quand nous prenons un exemple sur quelques pays, par exemple le Libéria, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, c'était des pays qui étaient vraiment qui étaient en voie du développement dans les années 60. Surtout le Libéria, c'était l'un des pays prometteurs pour l'avenir, économiquement. Mais après-guerre, on a vu le Libéria d'aujourd'hui. Et si nous voyons aussi le Kenya, l'Éthiopie, c'est pareil. Mais il y a le Kenya qui commence à se développer aussi, à appliquer des bonnes. Oui. Mais quand on essaie de faire une étude comparative par rapport aux pays asiatiques, par rapport aux pays avec qui on était au même rang. J'allais en venir. Lorsqu'on prend par exemple les pays asiatiques, comme vous venez de le dire, je crois qu'il y a des pays africains qui étaient quasiment au même niveau, qui ont eu leur indépendance dans la même fourchette. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ces pays asiatiques-là ont une économie vraiment stable. Alors que les pays africains sont vraiment encore dans le gouffre. Que s'est-il réellement passé? Sinon, qu'est-ce qui se passe et pour ne pas que ces pays africains-là arrivent à atteindre un certain niveau d'économie stable? Belle question. Ça, c'est une belle question que tout Africain devrait se poser. Parce que quand nous regardons dans les années 60, d'ailleurs, on peut dire qu'on a les mêmes histoires avec ces pays. Ce sont des pays qui ont été colonisés, qui ont eu des guerres, comme nous, en Afrique, mais qui concurrencient actuellement avec des puissances économiques comme les États-Unis d'Amérique, la France, l'Allemagne. Mais ces pays, dans les années 60, on n'allait pas penser qu'être au même niveau que des pays occidentaux. Mais quand vous regardez, c'est le système politique et économique et de gouvernance qui diffère. Dans les années 60, comme je l'ai mentionné au début, les pays qui sont venus nous épauler, c'était des pays socialistes. Mais après l'indépendance des pays asiatiques, ils se sont ouverts. Ouverts à quoi exactement? Ouverts au reste du monde, c'est-à-dire attirer des investisseurs étrangers, accroître, comment dirais-je, leur éducation, mettre en performance leur éducation. Et vous pensez qu'au niveau des pays africains, ils n'ont pas eu à s'ouvrir, permettre à leur économie d'avoir une certaine stabilité? Bien sûr. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que nous sommes africains et on a les preuves là, on voit que nos économies au niveau de l'Afrique vraiment restent à désirer. Vous savez, il y a un économiste qui s'appelle Milton Friedman qui avait fait une étude, il était à Hong Kong dans les années 70. Il est parti, c'est un exemple que je vous donne pour mieux comprendre ce que je voulais vous dire.
en mettant une comparaison entre les pays asiatiques et nos pays. Il est parti, une île, avec une superficie de 2700 km² et d'une population de 5 millions à cette époque. Mais Hong Kong n'avait pas de ressources naturelles. Qu'est-ce que Hong Kong a fait? On a bien envie de savoir. Ils se sont ouverts au reste du monde. Ils avaient un seul port. Ils ont utilisé ce port pour se développer. Lorsque la Chine se fermait, lorsque le système économique chinois était un système communiste, socialiste, les Hongkongais utilisaient le système qu'on appelle libéralisme. Ils s'ouvraient au reste du monde. Tu pouvais venir à Hong Kong, investir, ouvrir ton entreprise, ainsi de suite, exceller. Les Chinois ont vu cela. Ils ont dit comment les Chinois commencent à migrer vers Hong Kong. Et ainsi de suite, ils se sont posé la question, quelle politique ils utilisent? C'est un ancien président de la Chine qui a ouvert la Chine grâce à Hong Kong et Singapour. Parce qu'il avait vu ses voisins commencer à se développer. Et il s'est posé la question, quelle politique économique utilise-t-il? C'était une politique libérale. Il facilitait, permettre à tout le monde de pouvoir d'investir, que ce soit les locaux comme les étrangers. D'accord. Et là, je veux dire que c'est cette stratégie, par exemple, que nos gouvernants, à cette époque du moins, on n'avait pas, je ne dirais pas qu'on n'avait pas cette mentalité, mais on a préféré, moi je ne veux pas accuser nos ancêtres, parce que quand quelqu'un vient t'épauler, tu vas forcément prendre ce qu'il va t'apporter. Le Cuba est venu, la Russie est venue nous épauler après les années d'indépendance. Donc on va prendre leur système politique, économique, mais le socialisme. Si ce système ne nous arrange pas, si ce système ne nous permet pas d'avoir une économie stable, que faut-il faire réellement? Bon, il faut penser, vous savez, en matière d'économie, il faut que chaque pays voit ce qu'il arrange. On peut imiter, mais on peut se servir des leçons du passé. Vous savez, il y a une célèbre phrase d'un politicien guinéen qui dit que nous ne sommes pas obligés d'aller à Harvard ou à Sorbonne pour chercher des solutions pour nos mots. Il suffit de se référer du passé pour trouver les solutions. Regardez ce qui n'a pas marché. Moi, je ne condamne pas le socialisme. Moi, je n'ai pas un courant bien spécifique. Mais je suis pour des solutions en se basant sur le passé, disons. Par exemple, on peut regarder ce qui n'a pas marché au passé et essayer d'arranger cela. Par exemple, on a vu, dans nos différents pays, on manque de démocratie. Il y a la corruption. Oui. Trouver des solutions à ces mots. Est-ce que ce n'est pas la corruption qui fait que nous avions un sérieux problème? Ce n'est pas le seul facteur. D'accord. Mais ça, c'est l'un des facteurs phares. Oui, mais la gouvernance aussi fait partie des problèmes de nos sociétés africaines. Mais quand on prend un exemple sur le Singapour, il suffit, la corruption, on peut enlever la corruption au fil du temps. Si on a des dirigeants, par exemple, qui ont des ambitions de réformer, d'améliorer, de trouver des solutions, parce que les solutions existent, bien sûr. De trouver des solutions, de se référer des pratiques anciennes. Est-ce que les pratiques anciennes, est-ce qu'elles ont une bonne base sur lesquelles nos dirigeants peuvent véritablement s'appuyer afin de pouvoir accroître leur économie? Bien sûr, c'est pas tout est mauvais. C'est pas toute notre histoire qui est mauvaise, histoire économique. Il y a des parties, il y a des moments où on a fait des progrès. Un peu. Mais pourquoi pas se référer du passé, c'est-à-dire regarder ce qu'on a fait avant, qui n'a pas marché, et essayer de remédier pour cela. Pourquoi?
Si vous regardez, vous-même, vous allez voir qu'on nous répète toujours les mêmes, les mêmes politiques économiques, les mêmes pratiques, la même gouvernance. Je le disais tantôt dans mon introduction que ceux qui ne font pas attention au passé sont condamnés à répéter les mêmes erreurs. Bien sûr, quand vous prenez un exemple, sur la Guinée même, on a eu 5 présidents. Mais si vous regardez, c'est toujours les mêmes pratiques qui continuent. La corruption, la gabegie financière, le vol à ciel ouvert. Il y a aussi la malgouvernance, les tueries. Ça continue jusqu'à présent. Une justice corrompue aussi. Oui, bien sûr. On va, arrêter les tueries. On va lutter contre la corruption, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, même le courant qu'on avait avant, là, on n'a plus le courant là. Donc, est-ce qu'on se sert du passé pour remédier, à nos modes de maintenant? Non. C'est vraiment dommage. Et j'ai envie vraiment de revenir sur la situation économique des pays asiatiques. Cela m'intéresse parce que on s'est rendu compte qu'on était au même niveau avec ces pays-là. Nous avions eu pratiquement nos indépendances dans la même fourchette et oui. tout. Très beau. Imaginez, dans les années 58, les Singapouriens venaient en Afrique pour étudier. Mais j'ai vu ça. Et maintenant, le passeport singapourien, c'est le deuxième passeport le plus puissant. Avec le passeport singapourien, tu peux voyager dans 150 pays. Pourtant, le Singapour était au même pied d'égalité, voire même il y avait des pays africains qui dépassaient le Singapour. Le Singapour, c'est un exemple. Le Singapour a été séparé de la Malaisie. Mais le Singapour concurrencie avec des États, avec des Américains. Est-ce que nous nous sommes posé la question, qu'est-ce qu'eux ils ont fait et que nous n'avons pas fait? Ils ont été colonisés. Nous avons été colonisés. Il y a eu des guerres. Il y a eu des guerres. Mais toujours, nous on est là à se victimiser au lieu de penser à trouver des solutions. Mais les solutions existent. On a la main d'œuvre, on prend un exemple aussi sur les Émirats Arabes Unis. Oui. Dubaï. Oui, Dubaï aujourd'hui. Dans les années 70, Dubaï n'était pas Dubaï qu'on voit. Même le Qatar. Oui, le Qatar. Il y a des pays, vraiment, quand on regarde, on se dit, comment ils se sont développés, mais ce n'est pas un miracle. Ils ont juste appliqué des bonnes politiques économiques, c'est tout. Et un système de gouvernance transparent. Oui. Et aussi, ils se sont référés des pratiques du passé. Récemment, dans formation, on a eu à entendre qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, ils ont trouvé une mine d'or. Est-ce que cela profite réellement à ces pays? Bon, pour moi, c'est ça c'est mon opinion. Moi, je dirais que ce n'est pas les ressources qui développent un pays. Ce n'est pas les ressources naturelles. Seulement qui développent un pays. Ça permet, ça aide. Parce qu'il y a des pays qui se sont développés sans ressources naturelles. Encore n'a aucune ressource naturelle. Ils se sont servis seulement du port. Donc ça veut dire qu'on peut se développer avec une bonne politique économique et une bonne politique de gouvernance. Mais la bonne politique de gouvernance... Par exemple, Dubaï, ils se sont servis du pétrole, l'argent du pétrole pour diversifier leur économie. Dubaï maintenant, ce n'est pas le pétrole seulement, il y a le tourisme. Et ils attirent, il y a la finance. Dubaï n'a pas de taux d'imposition sur les sociétés. Zéro taux d'imposition sur les sociétés ou sur les revenus, sur les salaires. Il n'y a pas. Mais quand vous regardez chez nous, les taux d'imposition sont élevés. Comment attirer, un investisseur comme ça? Mais l'investisseur, il peut venir avec un taux d'imposition élevé, oui. Mais il ne peut pas venir dans un pays où les infrastructures sont de base. L'électricité, les routes, l'éducation, la santé, c'est les bases. Nous, on n'en a pas ça. Ou, dans mon pays actuellement, qui va venir investir dont les ménages même n'ont pas de courant? Bien sûr, le courant part, toute la journée, ça revient le soir. On dit qu'on veut s'industrialiser. On s'industrialise avec,
Un pays dont les ménages n'ont même pas de courant. Quelle usine vous allez ouvrir? Vous allez allumer l'usine là avec des moteurs, des groupes? Non. L'investisseur regarde toujours ses points. Il se bat sur toujours. C'est avec beaucoup de pincement qu'on apprend cela, de voir qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, l'économie africaine est encore au plus bas de l'échelle. Il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de santé, il n'y a pas d'éducation. Mais quelle solution? Je voulais d'abord s'accentuer sur un point. Ce n'est pas toutes les économies africaines qui sont en baisse. Oui, en baisse. Il y a des pays qui se démarquent. Par exemple, le Maroc. Beaucoup de pays qui se démarquent. Par exemple, la Côte d'Ivoire aussi, on voit. Et aussi, on voit beaucoup d'autres pays comme Botswana. Vous voyez? Il y a des pays qui se démarquent, bien sûr. Mais on doit revoir, surtout les pays francophones doivent revoir, comment dirais-je, leur système politique. Que ce soit économique ou de gouvernance. D'accord. Quelle solution vous pouvez apporter pour toutes ces personnes-là qui nous regardent? Sûrement, nos dirigeants nous regardent. Quelles solutions nous pouvons leur proposer afin d'avoir une économie vraiment solide et durable pour que le taux de chômage, surtout au niveau des jeunes, puisse vraiment diminuer? Là, il faudrait mettre des infrastructures de base, que ce soit l'éducation, s'accentuer sur l'éducation, des infrastructures routières du moins, et aussi instaurer une bonne gouvernance et instaurer des institutions fortes avec une bonne constitution et aussi l'état de droit. C'est ça les bases. Commencer par les bases et avancer au fur et à mesure. C'est pas, comment dirais-je, un gouvernement, un seul gouvernement qui peut développer, qui pourrait développer un pays. C'est ceci, il fait son maximum. Il essaie de se référer du passé, comme on l'a dit, pour trouver des solutions. Il essaie de mettre des infrastructures de base. Après, celui qui viendra lui aussi travaille sur ça. Celui qu'il gâte. Oh, c'est ça, c'est ainsi de suite. Vous allez voir ici, surtout avec l'avancée de la technologie, avec les ressources naturelles qu'on a, qui pourront nous aider. Dans 30 à 50 ans, vous allez voir un miracle économique. Par exemple, je vais vous donner un exemple pour les personnes qui nous regardent. Nos internautes. Oui. Quand je vois des gens dire que c'est parce qu'on a été colonisé, c'est pour cela qu'on est en retard. D'autres disent que c'est parce qu'on n'a pas une indépendance réelle, en bref. Mais je voudrais vous dire que si nos dirigeants utilisaient leur budget dans les meilleures conditions, vous allez voir que beaucoup de choses allaient changer. Prenez un exemple sur les pays maghrébiens. C'est des pays où actuellement des étudiants, des jeunes africains subsahariens viennent étudier là où étudier. Ils ont des infrastructures de base. Oui, ils utilisent bien. Il y a un adage Peul qui dit que si vous voyez un cafard qui traverse en pleine journée une route, c'est que là où on a mis des médicaments. Donc si vous voyez les jeunes africains migrer en Occident, c'est parce que dans leur pays. D'accord. Alors nous tirons allègrement à la fin de notre émission d'aujourd'hui. J'étais en compagnie de M. Barry Tieno Amadou. J'espère que j'ai bien prononcé cette fois-ci. Bien prononcé et merci beaucoup aussi pour votre invitation. Pourquoi au jour d'aujourd'hui, notre économie africaine, je dirais, est encore au plus bas de l'échelle? Vous savez, lorsqu'on parle de l'histoire, il faut être vraiment attentif. Yes. Il faut être attentif et je crois qu'aujourd'hui dans Overcast, on a été très attentif et pour nos téléspectateurs qui vont passer par là lorsqu'ils seront sur Overcast, je pense qu'ils prendront plaisir aussi à écouter l'histoire. L'histoire est notre vie. Oui. L'histoire demeure dans la vie de tout un chacun. Sans histoire, il n'y a pas de présent. Ouais. Il faut se servir toujours de l'histoire
pour pouvoir mieux organiser et préparer son présent. C'était Charlotte Niamian, vous étiez dans Overcast et nous avons pris plaisir à vous présenter ce numéro. Merci de nous retrouver tous les jours, à chaque heure, à chaque moment pour partager un peu bonheur. Nous vous éclairons, nous vous informons et nous prenons plaisir à vous donner l'actualité d'ici et partout dans le monde. Portez-vous bien et à plus tard. Bye bye.